Ceci est un billet de 5 euros. 5 dollars et poussière. 3000 francs CFA. Une petite somme, n'est-ce pas? Et alors, c'est peut-être la question que tu te poses. Mais figure-toi que nous sommes justement au 5e jour du mois et il y a un bon nombre de personnes qui, en ce jour, de personnes travailleurs évidemment, ont à peine ce montant dans leur compte bancaire. Ça peut paraître exagéré, mais j'ai moi-même une personne dans mon entourage, un ami qui m'a appelé il y a cela 2 jours pour obtenir un prêt de 100 euros. 100 euros. Alors qu'il s'agit là de quelqu'un qui, il y a 6 mois, j'ai aidé à négocier un salaire de près de 3200 euros net auprès d'une entreprise de la place. Il existe même plusieurs analyses financières faites par des financiers, par des banques, par des institutions financières qui montrent que 60% de travailleurs propriétaires d'un compte bancaire sont dès le 3e jour du mois à découvert. Pourtant, il n'y a de cela que quelques jours, voire le 30 ou le 31 du mois précédent, recevaient leur paye. Peut-être tu peux penser ne pas faire partie de cette catégorie de personnes, mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi des signes qui montrent que tu es si près de tomber dans cet engrenage, et je partage évidemment avec toi aussi des astuces qui te permettent de sortir de cet engrenage si tu y trouves déjà, ou alors d'éviter complètement de te retrouver là-dedans. Alors, je commence par dire que cette vidéo va choquer un bon nombre de personnes parce qu'elle va dévoiler des vérités sur les finances. Et malgré le fait que toute vérité n'est pas toujours bonne à savoir, je pense que cette vidéo, elle est faite pour toi. Oui, pour toi. Parce que même si tu estimes être à la tête d'un patrimoine qui pèse, tu es certes une personne exceptionnelle, mais j'estime qu'il y a une ou deux vérités probablement que tu as ignorées par le passé et qui t'ont empêché d'avoir aujourd'hui un patrimoine qui pèse 2 fois la valeur de ton patrimoine actuel. Mais tiens-toi tranquille, ton cas est 200 000 fois meilleur que le cas d'un bon nombre de personnes. Notamment ceux-là qui, au 2e ou voire même au 3e jour du mois, se retrouvent avec un montant dans leur compte bancaire inférieur à 5 euros et dans la plupart des cas, même à découvert. Salut à toi, moi c'est Arnaud. Si tu me suis pour la première fois sur Wine Investor, ici je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat afin de te motiver, de te booster aussi à sortir de ta zone de confort pour te garantir une indépendance financière au travers bien évidemment de plusieurs astuces d'investissement, en l'occurrence l'investissement en partie dans le vin. Je suppose que tu l'ignores, j'en parle bien évidemment sur cette chaîne. Je t'invite par ailleurs à liker et de partager massivement la vidéo, t'abonner surtout et à activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. On a tendance à négliger l'argent. On a tendance à négliger les finances. Pourtant, l'argent est le berceau de l'humanité. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on a l'habitude d'entendre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourtant, l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde. L'humanité, dans le sens propre du terme, c'est une collectivité de vivre ensemble. C'est une collectivité, le collectif d'êtres humains. Et dans ce collectif, on vit bien évidemment ensemble. Mais pour vivre ensemble, il faut bien évidemment prendre soin de soi-même et prendre soin des autres. L'humanité, c'est de s'occuper de soi-même et par cela s'occuper aussi des personnes qui nous entourent. Mais dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout se fait avec de l'argent. Pour s'occuper de soi-même, pour avoir une bonne alimentation, il faut de l'argent. Pour manger, il faut de l'argent. Même pour une personne qui veut se maintenir bien physiquement parlant, qui veut faire du sport, doit quand même dépenser de l'argent pour s'acheter quand même une paire de tennis pour pouvoir courir. Quand on veut prendre soin des personnes autour de nous, on va bien évidemment être capable, on doit être bien évidemment capable de subvenir à leurs besoins, de leur procurer de l'aide. Pour ceux même qui sont en relation amoureuse, pour marquer son amour, il faut bien évidemment aujourd'hui avoir de l'argent. Alors je ne dis pas que tout s'achète avec de l'argent, mais fini cette époque où on allait par exemple dans une brousse, on cueillait par exemple une rose pour marquer son amour. Aujourd'hui, il faut le marquer par des choses, par des petits présents. Tout cela demande de l'argent.
Mais comment se fait-il que 60% des adultes aujourd'hui se retrouvent dans des situations financièrement critiques? Comment se fait-il que 60% de travailleurs possédant un compte bancaire, parce qu'on ignore à ce moment, puisqu'il n'y a pas d'analyse, de personnes qui ont un travail mais qui n'ont pas de compte bancaire. Mais 60% des personnes qui ont un compte bancaire et qui travaillent se retrouvent dès le troisième jour du mois à découvert. Alors, on va certainement dire que oui, c'est parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est une conséquence. Pour pouvoir gérer un problème, il faut plutôt pallier en fait. Il faut plutôt analyser les causes. Et je pense qu'à ce niveau, il y a un bon nombre de choses qu'on va pouvoir analyser dans cette vidéo. Donc la question à se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Il y a deux raisons. La première raison, bien évidemment, c'est parce qu'on n'a pas une bonne discipline financière. Et la seconde raison, c'est que les gens ont des difficultés à prioriser leurs besoins. Alors, en matière de finances, bien évidemment, il faut pouvoir gérer ces deux choses. Regardons de plus près la première cause, le manque de discipline en matière de finances. Alors, quand on parle de discipline, on a généralement tendance à l'associer seulement à l'alimentaire, pour ceux qui sont sportifs, au sport. Alors on va bien évidemment, en matière d'alimentaire, chercher à ne pas manger des aliments gras, et ainsi de suite, pour avoir une bonne santé, pour avoir une bonne forme physique. Quand on est sportif, on veut toujours être discipliné de manière à maintenir, n'est-ce pas, l'intensité de sport par semaine. Si on va en salle de gym 2 fois la semaine, on veut se discipliner à aller toujours 2 fois la semaine. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en matière de finances aussi, la discipline est indispensable. Parce que gagner de l'argent, c'est une chose. Gérer de l'argent, c'est autre chose. Et la gestion de l'argent demande une discipline intense. Et ta discipline ici va se manifester, n'est-ce pas, selon ton profil. Il existe plusieurs profils en matière de finances. On va les résumer ici pour rendre la vidéo plus courte sous 3 profils. Mais il y a des personnes qui parlent de 4, 5 profils. Dans certains manuscrits, même on parle même de 10 profils, parce que plus on va dans les détails, plus il y a la possibilité encore de scinder des sous-profils. Alors, le premier profil ici, c'est le profil du loser. Le loser, c'est celui-là qui dépense tout ce qu'il a gagné. Il gagne 10 000 euros, à la fin du mois, il a 0 euros. Il gagne 120 000 euros l'année, à la fin de l'année, il a 0 euros. C'est justement ce genre de personne-là qui va penser que 5 euros, c'est rien. Il ne sait pas que 5 euros a la capacité de lui sauver la vie. Alors, ce type de personne est caractérisé par des paroles comme quoi la vie est très courte, il faut profiter de la vie, moi je vis le jour, moi je gagne, j'ai beaucoup souffert pour arriver là où je suis aujourd'hui, je dépense mon argent comme je veux, je fais de mon argent ce que je veux. Alors là, on est en train de trouver des raisons qui n'ont même pas de sens, juste pour justifier ces achats impulsifs. On achète sans réfléchir, on dépense sans réfléchir. C'est des personnes qui ont une maladie. La maladie qui leur empêche d'être tranquille lorsqu'on voit l'argent posé quelque part. Lorsqu'on voit l'argent qui reste là dans un compte, ça ne bouge pas beaucoup. Il faut dépenser. On va trouver des raisons pour dépenser de l'argent. On veut un bien-être. On commence à penser aux vacances. Quand l'argent arrive dans le compte, on voit tout ce qu'il y a à faire et c'est lorsque le compte est à zéro qu'on reste tranquille. Alors, pour revenir à ces personnes-là qui disent que la vie est courte, généralement, c'est des gens qui ont, à partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans, la plupart des cas, même à partir de 25 ans. Alors, tu as vécu 25 ans. Pendant 25 ans, tu ne t'es pas rendu compte que la vie est courte. Un enfant qui a 5 ans ne peut pas dire que la vie est courte. Un enfant qui a 10 ans ne peut pas dire que la vie est courte. Tu as vécu 25 ans de ta vie et subitement, parce que tu as commencé à boire de l'alcool, parce que tu as commencé à coller les petites, tu te rends compte qu'il faut profiter de la vie. La vie est très courte. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des gens qui, en 5 ans, sont quittés de zéro à millionnaire en dollars, à millionnaire en euros. Et aujourd'hui, parce que tu as bu une bouteille d'alcool, parce que tu as le plaisir de t'amuser avec des filles, tu dis que la vie est courte? Non, je pense qu'il ne faut pas trouver des raisons pour justifier en fait ton mauvais comportement en matière de finances. La vie est bien évidemment courte et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention aux finances pour éviter les mauvaises
surprise. Alors, le second profil, c'est le consciencieux. C'est celui-là qui va toujours vouloir tout rassurer. Lui, il est à l'aise lorsqu'il sent qu'il a déjà pris des précautions pour des éventuels problèmes. C'est les personnes qui vont signer tout type d'assurance. Ils auront des assurances vie, ils auront des assurances, les assurances sociales. Alors, il ne faut pas mal me comprendre, je ne dis pas que les assurances ne sont pas bonnes. Mais il y a une chose que tu dois noter ici, c'est que tu dois être responsable. En fait, tu es le seul et unique responsable de ta situation financière. Ta capacité à gérer d'éventuels problèmes qui peuvent se présenter demain dépendent de toi, uniquement de toi et surtout des actes que tu poses aujourd'hui. Le rôle d'un assureur, et ça, c'est dans 99,9% des assureurs, leur rôle d'assureur, en fait, existe seulement au moment où tu signes le contrat d'assurance. C'est à ce moment que l'assureur, il est rassureur, il te rassure. Mais sois-en sûr qu'à 99,9% des cas, lorsqu'il y a un sinistre, alors beaucoup de personnes regrettent le fait d'avoir signé ces assurances. Alors ce que je vais dire, ce n'est pas mauvais de signer des assurances, mais tu dois savoir que même ayant essayé de signer des assurances, il te faut prendre des précautions. Donc, tu ne peux pas, n'est-ce pas, parce que tu veux dépenser beaucoup d'argent, te consoler en disant, bon voilà, si quelque chose m'arrive demain, j'ai mis de l'argent, bon j'ai signé un contrat, chaque mois je mets 50 euros ici ou 60 euros. On a beaucoup de formules qui sont créées par des marchands, par des marchés courtiers en termes de finances. Les gens qui vont, par exemple en Allemagne, on va parler en fait des Bausparverträge et ainsi de suite. Alors je ne dis pas que c'est mauvais, mais tu dois savoir connaître ta situation financière. Tu ne peux pas signer, n'est-ce pas, des contrats pour te garantir un avenir demain lorsqu'aujourd'hui, tu n'as pas les deux pieds sur terre. Tu n'as pas une épargne solide qui aujourd'hui te permet déjà de pouvoir couvrir, en fait, du moins de pouvoir sortir des situations ou bien gérer des situations critiques qui peuvent arriver à tout moment. Et tu penses que c'est demain, que c'est une assurance que tu vas, que tu vas payer ou bien que tu vas souscrire et payer des traites pendant 5, 6 ans, 7 ans, qui va te sauver dans 7 ans, 10 ans. Parce que ces gens, ils prennent ton argent pour aller investir ailleurs. Pendant ce temps, toi tu t'assois, tu dépenses ton argent et tu veux te consoler d'avoir investi de l'argent. Très mauvais. Ce type de personnes aussi, ils sont caractérisés bien évidemment par le fait que ils ont entendu bien évidemment que dans la vie, il ne faut pas seulement dépenser de l'argent, il faut bien évidemment investir. Ils sont peut-être mieux en termes de conscience que le loser, mais ils le font mal. Parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps de se former, ils ne veulent pas prendre le temps de s'instruire. Parfois, se former, ce n'est pas forcément payer des formations, mais c'est d'aller même sur le net faire des recherches. Ils vont se consoler en disant, bon, moi je vais investir, je veux aussi gagner de l'argent. Je me lève un matin, je me dis, ben, écoute, si je suis une femme, il faut que je vende les mèches. J'épargne, je ne sais pas, sur les 10 000 euros, j'épargne peut-être 1 000 euros chaque mois. Après 4 mois, ça me fait 4 000 euros. J'achète un stock de mèches et je commence à me vendre. Les filles, j'ai du stock en vendre, j'ai des mèches et ainsi de suite. Et après, on se rend compte qu'on a perdu de l'argent. Et puisque on reste dans ce système où il faut toujours qu'on se donne l'impression de se battre quand même pour pouvoir investir, même si on ne sait pas comment le faire, lorsqu'on a fait un mauvais placement avec ses premiers épargnes, on va aller prendre un prêt à la banque pour pouvoir essayer de venir réparer la situation, la mauvaise entreprise qu'on a mis sur pied. Et les banques, à ce moment, croyez-moi, ils maîtrisent ces profils parce qu'on regarde la manière dont tu dépenses de l'argent. Et à ce moment-là, les banques vont généralement te donner un crédit avec une assurance. On va savoir comment te parler. On va savoir comment te dire que oui, il te faut une assurance pour assurer ce crédit, ce serait bien, le taux d'intérêt peut être bas, et puis si jamais quelque chose t'arrive demain, il faut que l'assurance puisse couvrir la dette restante, et même avec cette assurance, on peut te faire encore une autre formule d'assurance qui fait en sorte que, voilà, si tu meurs demain, non seulement l'assurance va payer la dette restante, mais dépendamment du nombre d'années que tu as cotisé pour cette assurance, mais il y a une somme qu'on va reverser à ta famille. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège qui n'est qu'un engrenage. Le troisième profil, bien évidemment, c'est le profil du visionnaire. Et c'est ici que tout le monde doit être s'il veut s'en sortir financièrement. Parce que figure-toi que le premier profil, c'est 70% des personnes. Ici, 25% des personnes se retrouvent ici.
et seulement 5% des personnes se retrouvent dans le profil du visionnaire. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se retrouvent pas ici. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont dans des difficultés financières. Ce profil se caractérise par le fait que lorsqu'il gagne de l'argent, lorsqu'il a une première source de revenus, la seule et unique chose qu'il fait, le seul et unique objectif qu'il a, c'est de rapidement se trouver une seconde source de revenus. Il commence à investir, chercher des... il n'investit pas seulement comme ça à l'aveugle. Il commence à chercher par exemple des investissements, surtout des investissements actifs, pas forcément des investissements passifs. Parce que les investissements passifs, ça demande du temps. Ça demande non seulement parfois des fortes sommes d'argent, mais ça demande aussi du temps. Or, lui, en ce moment, il veut rapidement avoir une seconde source de revenus parce que lorsqu'il a une seconde source de revenus, il peut donc tout simplement être un peu plus à l'aise. Et quand pour avoir une seconde source de revenus, bien évidemment, il crée une entreprise, il vend des produits, il fait peut-être des services, ainsi de suite. Parfois, on n'a même pas besoin d'avoir étudié un grand marché. Il y a des services qu'on peut rendre sur le marché, qu'on peut vendre sur le marché et se faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et lorsqu'il a cette seconde source de revenus, il a créé une entreprise maintenant qui commence à être la machine qui produit de l'argent. Et l'argent que cette entreprise va lui produire, il va donc continuer à gérer ça comme une seconde entrée, une troisième source d'argent. Il va renvoyer une partie, il va maintenant investir dans les investissements passifs, dans le secteur passif, l'immobilier, la bourse, les vins. Parce qu'il sait qu'à ce niveau, dans l'immobilier par exemple, s'il a fait un mauvais placement, il n'y a pas de problème. L'immobilier peut ne pas se rentabiliser aussi rapidement comme il pensait, mais ce n'est pas un problème. Il peut oublier parce qu'il a déjà mis en place une machine qui lui produit davantage et davantage d'argent. Alors, je tiens à dire, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, j'ai moi-même investi passivement dans le vin. Alors, en espace de 4 ans, 4 ans et demi, je me suis fait une plus-value de 175% en matière de vin. Je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je parle de ça. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo est de t'aider à quitter d'ici pour arriver là ou alors d'ici pour arriver là. Et si tu es ici, de maintenir ce profil. Alors, pour quitter d'un loser et pour devenir visionnaire ou pour quitter d'un consciencieux pour devenir visionnaire, il faut bien évidemment comprendre aussi la seconde raison pour laquelle tu es dans une mauvaise situation financière. Et cette raison-là, c'est bien évidemment le fait que tu n'arrives pas à prioriser tes besoins. Alors, en matière de besoins, il y a bien évidemment un très grand travail qui a été fait là-dessus. Il y a un célèbre philosophe, chercheur à l'époque qui a développé une pyramide qui, n'est-ce pas, explique les besoins de l'être humain. Maslow. Cette pyramide, elle est connue. Malheureusement, on l'utilise en matière de marketing, en matière de vente pour vendre des produits. Mais c'est une pyramide qui est basée sur le comportement humain. Cette pyramide décrit les besoins de l'être humain. Et il est important de pouvoir utiliser cette pyramide pour comprendre, n'est-ce pas, ce dont on a besoin. Beaucoup de personnes font bien évidemment des dépenses qui vont au-dessus de leurs moyens parce qu'ils n'arrivent pas à savoir ce qu'ils ont besoin à l'instant T. Ils n'arrivent pas à identifier si vraiment un besoin qui se présente est vraiment un besoin qui doit être satisfait. Alors, la pyramide est basée sur 5 étapes. La première étape consiste aux besoins physiologiques. Ce sont des besoins que l'être humain a qui doivent être satisfaits parce que ces besoins garantissent la survie. Par exemple, il faut manger. On ne peut pas vivre si on ne mange pas. Il faut dormir. On ne peut pas vivre si on ne dort pas. Il faut boire. On ne peut pas vivre longtemps si on ne boit pas de l'eau. On ne peut pas s'assurer une bonne santé si on ne fait pas de temps en autre du sport. Et plus on fait du sport, plus on n'est-ce pas, améliore ses conditions de vie, plus on améliore sa santé. Ce sont des besoins physiologiques. Le corps en a besoin. Maintenant, Maslow, dans ses études, s'est rendu compte que lorsque ces besoins sont satisfaits, l'être humain développe une seconde classe de besoins. Ce sont les besoins sécuritaires. Alors, vous connaissez très bien cette phrase qui, voilà, la bouche qui a faim n'a pas d'oreille, ou alors l'homme qui a faim n'a pas d'oreille. Il n'écoute pas. Parce que ce n'est que lorsqu'on arrive à manger, lorsqu'on a, n'est-ce pas, satisfait les besoins physiologiques, qu'on peut être ouvert à autre chose, qu'on peut commencer à réfléchir, à penser. Et en termes de besoins sécuritaires, voilà, on peut penser maintenant, on se dit, bon voilà,
il nous faut franchement un logement, on peut voilà, avoir quand même un appartement, une maison, et ainsi de suite, parce qu'en principe, même en hiver, c'est possible de vivre sans maison. Il y a des gens qui dorment dans la rue, ils n'ont pas de maison, mais ils ne meurent pas. Donc, vivre dans une maison n'est pas un besoin physiologique. Ça ne sert à rien de vivre dans une maison lorsqu'on n'arrive pas à manger. Donc, sous les besoins sécuritaires aussi, il y a le fait de vouloir, voilà, le besoin de s'assurer une santé financière, n'est-ce pas? Parce que les finances, c'est une certaine sécurité. Ça me permet de couvrir mes charges aujourd'hui, ça me permet de prévoir un certain bon nombre de choses. Donc, on en pense aussi, on a envie d'épargner, bien évidemment. On a envie de faire des business parce qu'on sait qu'on gagne certes de l'argent, on a un travail qui nous permet d'avoir de l'argent, comme le visionnaire, mais on veut créer des entreprises qui nous permettent non seulement d'avoir une certaine sécurité, mais d'augmenter aussi, n'est-ce pas, la vitesse à laquelle on se crée un certain patrimoine. Et bien évidemment, les secours. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, on peut avoir une épargne, mais l'épargne est faite pour être investie en partie. Avant de commencer à épargner pour les investissements, il faut d'abord avoir une épargne pour le secours. Donc, généralement, pour les gens qui sont dans la diaspora, on a des gens qui vont vivre des vies, voilà, extravagantes, mais qui, au moment du décès, on va voir les familles commencer à envoyer des messages partout, il faut contribuer pour le rapatriement du corps. Parce qu'on n'a pas pensé à couvrir, n'est-ce pas, ce besoin de sécurité. On peut avoir cette signé des assurances de vie à gauche, à droite, mais tout ça c'est un processus. Quand la personne décède, on ne pense pas, on ne va pas bloquer le corps pendant des mois parce qu'il faut aller négocier des choses avec l'assurance. Il faut d'abord agir. Or, mais si la personne n'a pas pris la peine de mettre de l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, aider en ce moment, voilà, critique, c'est vraiment dommage. Une fois qu'on a satisfait ses besoins de sécurité, on a besoin, maintenant il y a des besoins d'appartenance. On a envie d'appartenir à un certain groupe, que ce soit des groupes d'amis, on a envie de fonder une famille, on veut sentir qu'on appartient à quelqu'un, qu'on appartient à une famille, appartient à un groupe, qu'on a des enfants, qu'on a bien évidemment aussi un groupe d'amis. Et une fois qu'on est dans ce groupe d'amis, qu'on se sent en fait en société, on a des besoins d'estime. On veut se sentir respecté dans ce groupe. On veut que dans ce groupe-là, on sent quand même que voilà, celui-là, c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter. Peut-être parce que voilà, on se démarque par une certaine ponctualité. Il y a quelqu'un peut-être dans le groupe, à chaque fois qu'on dit qu'il y a une réunion, il est toujours le premier à être là. Parce qu'il veut se sentir respecté. Il y a des personnes qui vont porter des vêtements de marque parce qu'il veut se sentir respecté, parce qu'il veut avoir une certaine particularité pour gagner du respect. Et bien évidemment, la cinquième classe, ce sont les besoins d'accomplissement. On veut avoir l'impression d'accomplir, en fait, on veut accomplir un objectif dans la vie. Quand on a atteint ce stade, quand on a rempli ces quatre, n'est-ce pas, ces quatre besoins, qu'on a satisfait ces quatre besoins, on a maintenant des besoins qui nous poussent à aller vers le sens de la vie, qui nous poussent à aller découvrir des choses pour devenir une personne meilleure, ou alors pour remplir le vide de sa vie. Là, on commence à penser qu'il faut voyager. Alors, pas seulement voyager pour dire on va se coucher dans un hôtel quelque part, on dit on a voyagé. Je parle des gens qui disent qu'ils voyagent parce qu'ils veulent découvrir le monde. Ils veulent découvrir par exemple le monde arabe. Ils veulent découvrir, je ne sais pas, les États-Unis. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller se placer par exemple à New York, se filmer, poster partout, dire j'étais à New York. Non, il va par exemple aux États-Unis parce qu'il veut découvrir le Texas, il veut découvrir Washington, il veut découvrir le nord de l'Amérique, il veut comprendre la mentalité américaine. Pourquoi? Parce qu'il couvre déjà tout ceci. Il a déjà une certaine sécurité. Il appartient à un groupe. Dans ce groupe, il se sent respecté. Maintenant, il veut aller au-delà de ses propres capacités. Il veut se redéfinir. On veut ici, à un moment donné, apprendre de nouvelles choses. Peut-être apprendre à faire, je ne sais pas, à jouer à une guitare. On veut apprendre, par exemple, à chanter. On veut apprendre, je ne sais pas, peut-être pour les gens qui ont beaucoup d'argent, on dit, bon, je veux faire je veux devenir pilote, je veux pouvoir piloter mon propre avion, et ainsi de suite. On apprend de nouvelles choses. Et puis, pour les gens qui vont loin, ils commencent à réfléchir sur comment changer le monde. Ce sont des personnes qui vont essayer d'investir dans un domaine où ils vont créer des idées qui vont apporter de l'argent. Par exemple, Elon Musk, qui se lève un matin et dit, moi, je veux mettre sur le marché une voiture électrique. J'en ai marre que les gens continuent à consommer, n'est-ce pas, de l'essence et polluer l'atmosphère. Je veux changer le monde.
Ça, c'est parce qu'on a déjà couvert ces 4 besoins. Mais il savait que beaucoup de personnes se retrouvent dans de mauvaises situations financières parce qu'ils essaient de sauter ces étapes. Il y a des personnes qui à peine arrivent à manger. C'est-à-dire lorsqu'il gagne un petit argent, il allait faire des petits boulots à gauche, à droite. Lorsqu'il a un petit argent, il a dépensé juste à peine pour manger un kebab. La situation financière est grave, mais il est déjà en train de vouloir avoir un bon logement. C'est des gens qui se retrouvent avec des loyers excessifs. Tu as des loyers excessifs, tu payes, voilà, tu as un appartement qui te coûte cher, alors qu'une fois que tu as sorti de l'argent pour payer le loyer, il ne te reste plus rien. Comment penses-tu être à l'aise lorsque tu prends des charges, tu essaies de remplir ou bien de satisfaire des besoins qui sont au-dessus des besoins physiologiques? Tu n'arrives pas à manger. Il y a des gens même parfois qui peuvent voilà, qui arrivent à couvrir les besoins physiologiques, mais qui veulent tout simplement aller, voilà, se sentir respecté. Tu as quelqu'un qui à peine gagne sa vie, certes il arrive à manger, mais au lieu de voir comment essayer de se créer une certaine sécurité sur le plan financier, avoir une épargne solide, avoir un argent mis de côté parce qu'on veut bien évidemment se garantir une certaine stabilité, même au moment où on perd son job, même au moment où il y a un décès grave dans la famille, on saute cette étape pour aller s'acheter en fait des voitures qui coûtent cher, pour rouler dans des voitures qui coûtent cher, pour avoir des habits, voilà, des vêtements de marque, parce qu'il faut que quand on marche, on nous respecte. Pourtant, tu as sauté cette étape. Tu arrives certes à couvrir ses besoins, mais tu as sauté en fait l'étape de la sécurité pour aller à l'étape de l'estime. C'est exactement à ce niveau que les gens ont un problème. Donc, chaque fois qu'il y a des dépenses à faire, il faut se poser des questions. Est-ce que j'ai déjà fait assez de travail sur le plan de sécurité? Si oui, est-ce que j'ai fait maintenant, n'est-ce pas, des plans à ce niveau? Parce qu'il y a bien évidemment des personnes ici qui vont rouler dans de grosses voitures, mais qui n'ont pas cherché à avoir une vie sociale importante, qui ne cherchent pas à appartenir, n'est-ce pas, à un groupe, qui ne cherchent pas à fonder une famille. Vous fondez une famille au moment où vous avez acheté des grosses voitures parce qu'il fallait vous faire respecter dans le passé, et vous entrez, donc vous venez ajouter une charge sur quelque chose qui était déjà très lourd. Ou alors vous fondez une famille sans avoir même mis un certain montant sécuritaire de côté. Vous commencez à, voilà, vous avez 2 enfants, alors qu'avant même que le premier enfant ne vienne au monde, vous n'avez même pas 10 000 euros que vous avez mis de côté pour cet enfant. Juste pour dire que, bon, au cas où, bon, si quand l'enfant naît, chaque mois, il y a bien évidemment du budget peut-être pour les couches de l'enfant, mais il y a un mois où l'enfant tombe malade. Il faut encore dépenser de l'argent, je ne sais pas, peut-être il fait des diarrhées, ainsi de suite. Il faut acheter des couches qui vont coûter plus cher que le budget qu'on a défini le mois. Alors, on se retrouve dans une situation compliquée. Alors que si on avait mis déjà quand même un budget quelque part pour cet enfant, on sait que si j'ai mis un 5 000 euros, si j'ai mis un 3 000 euros de côté, lorsqu'il y a une petite difficulté, lorsque on a une situation qui dépasse le budget prévu pour l'enfant le mois, on peut envoyer la main dans cette caisse. On n'a pas mis cette sécurité, mais on va déjà dans le besoin d'appartenance. Extrêmement dangereux. Je pense que cette pyramide explique tout. Elle explique tout. Si tu arrives, n'est-ce pas, à chaque fois que tu as un besoin que tu penses être important à satisfaire à l'instant T, reviens à tout moment sur cette stratégie, sur cette pyramide et pose-toi la question de savoir si ce besoin, par exemple, est à ce niveau au 3e étage, si tu as déjà fait beaucoup, n'est-ce pas, tu as déjà satisfait les critères pour les besoins du second étage. Extrêmement important, il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas sauter les étapes. Je reviens ici encore sur le cas de rapatriement. Franchement, essayons de faire un effort. Ce n'est pas possible que les personnes qui vivent en Europe, je peux comprendre ça pour les gens qui étudient, mais c'est complètement inadmissible que les gens qui travaillent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans en Europe, lorsqu'ils décèdent, il faut encore que les gens se rassemblent pour contribuer pour le rapatriement du corps. Vraiment, c'est dommage. Ça prouve à quel point on est nul en matière de finances. Que chacun ait au moins cette somme de côté, 8 000, 10 000 euros pour le rapatriement d'un corps. Au moins, si c'est un argent qu'on a mis de côté, on peut commencer à être un peu peut-être plus ou moins tranquille. Je ne dis pas qu'on va commencer à dépenser de l'argent inutilement, mais il faudrait qu'à ce moment, vraiment, qu'on soit quand même un peu tranquille.
extrêmement important. Alors, ici, cette figure en fait montre en fait la courbe de quelqu'un qui gagne l'argent et qui a peut-être le profil, n'est-ce pas, du loser ou peut-être même le profil du consciencieux. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il reçoit de l'argent, mais juste au début du mois prochain, il est déjà à découvert. Et à chaque fois qu'il reçoit de l'argent, il se retrouve quelques mois après à découvert. Alors qu'en vert, on a le profil de quelqu'un qui est assez conscient, de quelqu'un qui est bien évidemment qui est un visionnaire, c'est-à-dire qu'il a mis en place des stratégies qui lui permettent de gagner de l'argent et qu'à chaque fois qu'il y a des entrées d'argent, c'est un être humain, il vit là des dépenses, mais malgré les dépenses, il se retrouve à un seuil toujours bien élevé, c'est-à-dire qu'il est toujours au-dessus de la barre de zéro et largement au-dessus de la barre de zéro. Franchement, quand tu banques regardes ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a des algorithmes qui regardent le compte bancaire des gens. Vous allez aller à la banque, vous pensez que votre banquier va seulement regarder ce qui s'est passé sur les 1 ou les 2 derniers mois. Non, il y a des algorithmes qui font toutes ces analyses et qui lui présentent en fait une certaine figure, un profil. Et c'est en fonction de ça qu'il va décider comment vous proposer, par exemple, un crédit. Ok? Extrêmement important. Alors, pour les besoins d'accompagnement, bien évidemment, ça ne sert à rien de chercher à créer, à changer le monde lorsque vous n'arrivez pas à manger, lorsque vous n'avez pas mis une certaine sécurité. Non, il faut bien évidemment avoir cette sécurité avant de penser à voyager, avant de penser à aller découvrir le monde. Extrêmement important. Alors, maintenant qu'on a regardé ces 2 points, le manque de discipline et puis la difficulté à prioriser bien évidemment ses besoins, il faut maintenant savoir comment sortir de là. Et c'est la raison pour laquelle je te propose en fait les 3 points qui te permettent de sortir ou alors d'éviter de tomber dans une mauvaise situation financière. La première des choses, c'est que quand tu gagnes de l'argent, il faut épargner. Il faut épargner au max. Parce que si tu as très bien compris, la pyramide de Maslow est basée sur le fait que la seule chose dont tu as besoin pour garantir ton existence, ce sont les besoins physiologiques. Tu dois chercher à manger, tu dois chercher à dormir, ainsi de suite. Et ça, tu as toujours eu à le faire. Du moment où tu étais petit jusqu'au moment où tu commences à gagner de l'argent, tu as pu dormir, sinon tu ne pouvais pas être là. Sinon tu ne pouvais pas exister. Donc à partir du moment où tu gagnes ton argent, garde ce stade en fait de satisfaction des besoins physiologiques d'abord à un premier temps au même niveau. Parce que l'objectif ici est d'abord d'épargner au max. Tu dois avoir un fonds d'urgence qui va entre 10 000 et 15 000 euros. Parce que c'est un fonds que tu vas mettre de côté. Tu oublies que cet argent existe. Ça n'existe pas. L'argent là est là pour gérer des problèmes critiques. C'est pour gérer des cas de décès, des cas de maladies graves. Bien évidemment aussi les rapatriements, ainsi de suite. Comme je dis, comment se fait-il qu'on a des gens qui roulent en BMW, qui roulent en Mercedes, en Allemagne, en France, mais quand ils meurent, il faut encore que les gens contribuent pour rapatrier leur corps. Voilà donc des gens qui vont satisfaire des besoins d'estime alors qu'ils n'ont pas couvert les besoins de sécurité. Le second point, bien évidemment, c'est qu'il faut s'adapter avec le reste. La première des choses que tu fais quand tu gagnes ton argent, quand ton argent tombe à la fin du mois, c'est d'épargner. Moi, quand je gagne mon salaire, la première des choses que je fais, c'est d'enlever ce que je dois épargner ce mois-là. Le reste, je m'adapte avec. Pourquoi? Parce que l'épargne, c'est une discipline. L'épargne n'est pas quelque chose qui est fait avec ce qui reste. Parce que l'homme est, de manière naturelle, quelqu'un qui se projette. Généralement, quand vous voyez des gens parler, ils parlent de ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne parlent pas de ce qu'ils ont fait. Quand vous prenez des gens peut-être qui ont réussi, comme Dangote, vous n'allez jamais entendre Dangote parler de ce qu'il a fait, comment il a créé une usine de farine ou de sucre à l'époque. Non, il est en train de te parler de comment il est en train de vouloir mettre une industrie sur pied qui va, n'est-ce pas, traiter plusieurs milliards de mètres cubes de pétrole par jour, par mois, ainsi de suite. Il te parle de ce qu'il a envie de faire. Et même des gens qui ont échoué, qui n'ont pas de grandes ambitions, ne vont pas trop parler de ce qu'ils ont fait. Parce que quand on a échoué, on ne parle pas aussi de ce qu'on a fait. Les gens sont toujours en train de parler de ce qu'on a envie de faire. Mais sauf qu'en matière de finances, pourtant ce sont les finances qui gèrent, n'est-ce pas, tout cet avenir-là, tous ces projets-là. Mais en matière de finances, les gens
fonctionnent généralement autrement, contrairement à ce qu'ils ont envie d'être. Tu ne peux pas vouloir avoir une entreprise demain ou alors, je ne sais pas, investir peut-être 60 000 euros dans une entreprise d'ici 2 ans, mais chaque mois, tu épargnes pour ce projet-là avec le montant qui reste, après avoir fait toutes les dépenses que tu voulais faire. Non, la première des choses que tu dois faire aussi, pour garantir ton avenir, pour garantir ce dont tu parles à tout moment, c'est de mettre de côté le montant qui te permettra de garantir cet avenir-là. Et tu t'adaptes avec le reste. Parce qu'on va revenir donc sur le second point. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, beaucoup de, n'est-ce pas, de choses que tu peux améliorer pour essayer de gérer la somme restante. Alors, avec le reste, bien évidemment, tu dois avoir un budget qui te permet d'aider la famille. Par exemple, les proches autour de toi, ça peut être des parents, ça peut être des grands-parents, ça peut être des frères, des sœurs, qui te permet de gérer cela. Là, c'est un montant que tu, dans la plupart des cas, ne vas pas chercher à changer. Si tu as, au départ, tu as commencé à aider, je ne sais pas, un proche à la famille avec, je ne sais pas, je donne juste une somme, 10 euros le mois, tu maintiens ces 10 euros, ça ne change pas. Tu restes là. Par contre, tu vas changer beaucoup de choses ici. Parce que quand tu es quelqu'un qui est en train d'épargner, pour te créer, n'est-ce pas, non seulement une épargne solide, mais aussi, du moins une épargne solide pour te garantir cette sécurité, mais même aussi une épargne qui va te permettre d'investir plus tard, tu n'as pas besoin d'être partout avec les amis. Parce qu'il faut savoir un truc, d'ailleurs, j'ai commencé une série de vidéos où j'interviewe beaucoup d'entrepreneurs dans le monde, que ce soit en direct, du moins en présentiel ou alors en live, en virtuel. Et j'aurai une vidéo que je vais partager le moment opportun, quand on va lancer, n'est-ce pas, cette série de vidéos. Il y aura des entrepreneurs qui vont parler. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que la plupart des entrepreneurs disent que quand ils étaient en période où ils épargnaient beaucoup d'argent, ils n'avaient pas d'amis. Ils me disent que l'entrepreneur n'a pas d'amis. Pas parce qu'il ne veut pas, mais tout simplement parce que quand tu, n'est-ce pas, as cette faim-là pour atteindre ton objectif, quand tu as cette faim-là pour mettre tout sur pied pour pouvoir atteindre tes objectifs en matière d'investissement, en matière d'entrepreneuriat, tu n'as pas d'amis. Parce que les amis, ça s'entretient. Les amis, c'est aller s'asseoir, papoter, bavader, boire à gauche, à droite, ainsi de suite, discuter, faire des choses ensemble. Tout ça demande de l'argent, mais à ce moment, tu n'as pas. C'est pas que tu ne veux pas avoir d'amis, c'est qu'à ce moment, ton projet, en ce moment, est la chose la plus importante. Et c'est là où va une grande partie de ton argent. Le reste, tu n'en as plus. Donc, tu réduis les fréquentations. Tu réduis les fréquentations. Les gadgets, tu n'as pas besoin. Les téléphones à 1500 euros le téléphone, 300, je sais pas, 3000 euros le téléphone. On va dans les téléphones où j'avais les écrans qui se plient, ainsi de suite. Tu n'as pas besoin de tout ça en ce moment. Parce que je vais t'expliquer comment tu pourras l'avoir plus tard. L'objectif est de mettre tout simplement une bonne fondation solide qui va te permettre d'avoir tout ce que tu veux. Les vacances, tu les épargnes. Si tu avais envie de faire des vacances, je ne sais pas, à 1000 euros, à 1500 euros, pour l'instant, si tu as la possibilité de faire des vacances à 250 euros ou à maxi 500 euros l'année, fais-le. Réduis le budget des vacances. Tu réduis le budget en ce qui concerne la voiture. Tu n'as pas besoin d'avoir une voiture qui coûte cher aujourd'hui. Tu n'as peut-être même pas besoin d'avoir une voiture. Et même s'il te faut une voiture, tu peux avoir une voiture de seconde main. Ton logement. Tu viens de commencer ta vie. C'est-à-dire que tu as été pendant longtemps dans ce stade de ta vie où tu te battais pour subvenir, n'est-ce pas, à tes besoins physiologiques. Et maintenant, comme tu gagnes de l'argent, directement, tu veux aller dans la sécurité, mais une sécurité un peu exagérée. Tu viens à peine de commencer à travailler et tu veux, un appartement 3 pièces, 4 pièces, pour faire quoi avec? Reste dans un appartement 1 pièce, pour un moment. Donc, tu peux beaucoup faire ici pour pouvoir t'adapter à la somme restante après avoir prélevé ton épargne. Alors bien évidemment, le loyer, c'est quelque chose qui existe dans la plupart des cas. Mais sauf que ce loyer-là, il n'a pas besoin d'être le loyer d'un appartement 4 pièces, d'un appartement 3 pièces. OK? Et une fois que tu as fait ceci, tu verras que tu pourras rapidement te créer un fonds d'urgence. Et après le fonds d'urgence, lorsque tu as garanti ton arrière, tu peux maintenant faire tout ce que tu veux avec l'argent que tu vas épargner par mois. Tu peux investir dans tout ce que tu veux. Parce qu'à ce moment-là, tu sais que même si tous tes investissements que tu as fait là échouent, tu as quand même les pieds sur terre. Tu as quelque chose de solide que tu as mis de côté. Extrêmement important.
Et donc, avec cette épargne, davantage, je ne parle pas du fonds d'urgence, mais l'épargne que tu vas créer au fil du temps va te permettre d'entreprendre, de créer en un premier temps une entreprise, parce que entreprendre, c'est investir de manière active. C'est de mettre l'argent quelque part et courir derrière ces choses. On est dans une génération de micro-ondes aujourd'hui où les gens pensent que tout doit se passer rapidement. Lorsqu'on a un 5 000 euros ou un 3 000 euros, on veut s'asseoir là, croiser le pied et dire je veux que mon argent travaille pour moi. Ah bon? On a des gens aujourd'hui qui sont millionnaires en dollars, millionnaires en euros, mais ils ont des entreprises, ils courent derrière l'argent tous les jours. Toi, tu as 5 000 euros et tu t'assois, tu dis tu veux que ton argent travaille pour toi? Mais non, il ne faut pas être paresseux. Commence par créer des services, voilà, proposer des services aux gens. Ça peut être, je ne sais pas, transporter des gens, ça peut être transporter des choses, ça peut être, voilà, aider des personnes à remplir des documents, faire des dossiers, ainsi de suite. Il y a la possibilité de se faire de l'argent, d'abord de manière active. Une fois que tu as créé en fait l'entreprise et qu'elle te rapporte de l'argent, tu peux maintenant investir dans, n'est-ce pas, voilà, les placements passifs, dans l'immobilier, dans la bourse, dans les vins, dans les montres chères que tu peux revendre des années plus tard à des prix vraiment exorbitants. Mais l'autre avantage de l'entreprise, c'est que plus elle va grandir, plus tu auras au travers de cette entreprise la possibilité de t'offrir tous les gadgets que tu as besoin. Tu peux acheter maintenant des téléphones à 1500 euros qui vont te permettre d'augmenter, n'est-ce pas, les coûts de ton entreprise et de réduire peut-être, n'est-ce pas, les taxes, voilà, les impôts peut-être sur le revenu de ton entreprise que tu aurais dû payer à l'État. Tu peux acheter des voitures. Une voiture, par exemple, voilà, chaque entreprise a besoin d'une voiture. Hein. Si tu es propriétaire d'une entreprise, tu as bien évidemment besoin d'une voiture pour aller à gauche, à droite, rendre visite à tes clients. Tu peux même, il y a des gens qui sont logés, n'est-ce pas, dans le cadre de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont un appartement qui est en même temps le bureau. Par exemple, pour des gens qui font des services, des prestataires, des conseillers, des consultants. Parfois, ils ont dans un immeuble, parfois peut-être même au rez-de-chaussée, un appartement et ils prennent juste une pièce, juste à l'entrée de l'appartement, qui est comme le bureau. Et le reste, c'est la maison. Mais sauf que tous les frais de l'appartement vont être couverts, n'est-ce pas, par l'entreprise. Tu peux maintenant amener tes amis manger de temps en temps parce que quand tu as une entreprise qui tourne bien, qui fonctionne bien, tu peux sortir avec les amis, leur offrir à manger, passer du bon temps avec eux et laisser ces frais-là, n'est-ce pas, laisser en fait ces factures aux frais de ton entreprise. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une entreprise qui fonctionne bien va non seulement te donner de l'argent pour investir, elle va te permettre encore d'épargner. Tu peux venir ici créer maintenant une sorte d'épargne qui est une assurance crédit. Parce que beaucoup de personnes vont te dire non, le crédit c'est quelque chose de très mauvais. Il ne faut jamais prendre le crédit dans ta vie. Le crédit de consommation c'est mauvais, c'est mauvais. C'est en partie vrai. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Le crédit de consommation c'est pour des gens qui ont de l'argent. Tu peux prendre un crédit de consommation pour aller faire des choses qui peuvent te permettre d'épargner de l'argent, qui peuvent te permettre aussi même de gagner de l'argent pour venir rembourser ce crédit. Donc, une fois que ton entreprise te donne de l'argent, tu as mis une assurance ici, de côté, ça peut être 10 000 euros, que tu mets de côté. Tu sais que je peux maintenant, avec cette assurance, aller auprès de la banque, prendre un crédit de 10 000 euros. Parce que j'ai les 10 000 euros qui sont là, mais je ne peux pas utiliser. Je préfère prendre un crédit à la banque pour aller peut-être financer quelques petits investissements à gauche à droite. Ce n'est pas pour se faire plaisir, pour financer des investissements à gauche à droite, parce que je veux peut-être que cette somme-ci reste toujours à ma disposition parce que je peux tomber sur une affaire qui est propre. Et j'aimerais bien avoir la possibilité de rapidement saisir l'affaire au lieu d'aller courir encore auprès de la banque, commencer à demander de l'argent à gauche à droite. Donc je peux maintenant, d'autres investissements que je fais les financer avec des crédits, sachant que ces investissements-là sont des investissements qui vont venir me rembourser le crédit à la banque. Et l'intérêt que je paye à cette banque-là, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est un service que tu achètes à la banque. C'est une flexibilité que tu achètes. Ce n'est pas de l'argent perdu. Mais pour arriver à ce niveau, il faut être quelqu'un qui a déjà de l'argent. Parce que je vais te raconter une histoire. J'ai un ami qui est banquier à Londres et il travaille dans une banque centrale à Londres. Et il me dit que toute personne qui travaille dans cette banque-là connaît cette histoire. Il y a un richissime à Londres qui travaille dans cette banque. Déjà, la banque dans laquelle il travaille, c'est une banque où vraiment c'est la banque des riches. C'est une banque plus ou moins privée. Et le riche arrive là un matin, il gare sa Rolls-Royce devant la banque
Et c'est une banque, généralement, quand vous arrivez, vous garez la voiture, il y a bien évidemment ces personnes-là à l'entrée à qui vous remettez la clé, c'est eux qui se chargent d'aller bien positionner la voiture pour vous, ainsi de suite. Donc, il arrive. Il est tellement pressé, il avait pris rendez-vous bien évidemment avec son banquier. Il dit, écoute, je suis très pressé là, je veux que tu me fasses un prêt de 5000 livres pour que je rembourse dans une semaine. J'ai besoin de ça rapidement. Le banquier lui dit, mais on regarde dans son compte, il dit, monsieur, vous avez 1 million d'euros dans votre compte. Vous avez besoin de 5000 euros, c'est pour faire quoi avec? Prenez 5000 euros. Il dit non, j'ai besoin de 5000 euros. Je ne veux pas toucher l'argent qui est dans mon compte. Je veux avoir 5000 euros. Je sais pourquoi je demande cela. Le banquier dit oui, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut encore qu'on remplisse les papiers pour le crédit, ainsi de suite, les garanties, ainsi de suite. Est-ce que voilà. Alors que si vous prenez les 5000 euros dans votre compte, ça va plus rapidement. Le monsieur lui dit, on n'a pas besoin de garantie parce que j'ai apporté avec moi la carte grise de mon véhicule, j'ai apporté les documents de mon véhicule, de ma Rolls-Royce qui est garée dehors, que je mets comme garantie pour ce prêt. Si je ne vous rembourse pas ces 5000 livres, vous prenez ma Rolls-Royce en garantie. Alors là, directement, le banquier dit, on se précipite, on signe les papiers, ainsi de suite. On lui fait un crédit à 1%. Ça dit qu'il va rembourser après, dans une semaine, pas 5000 euros, mais 5050 euros, 1%. Et mon ami me dit, ces 5000 euros, c'est 1% là, on lui a donné ça parce que bon, c'était sur la hâte. Normalement, quelqu'un qui est riche comme ça, on peut me lui donner ça même à 0,1% juste parce que bon, il faut que la banque demande quand même un intérêt. Sinon, ça sera un peu des conflits aussi. On va dire que la banque exagère un peu. Normalement, quand on donne un crédit, on octroie un crédit à quelqu'un, il faut bien évidemment des intérêts. Donc, on lui fait le papier, on lui donne donc la somme de 5000 euros. Il sort les 5000 euros de 5000 livres de son compte. Il s'en va, il file. Donc, la banque demande donc au portier de prendre la voiture, la Rolls-Royce, et d'aller garer dans le parking souterrain de la banque. Donc, il a laissé tout avec les clés, tout ce qui est comme document de la voiture. Et là, directement, il file à l'aéroport. Il va donc à l'aéroport et il fait son voyage. Il revient donc une semaine après avec les 5050 livres. Et là, son banquier lui dit, mais je ne comprends toujours pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous avez besoin de dépenser? Je sais bien que vous avez de l'argent, mais quand même 50 euros, c'est l'argent qu'il y a des gens d'ailleurs qui en ont vraiment besoin. Pourquoi dépenser 50 euros? Et là, il explique au banquier que, écoutez, je me suis absenté pendant une semaine. Et je n'habite pas vraiment Londres, mais je devais voyager de Londres. Il me fallait donc garer ma voiture quelque part. Que ce soit à l'aéroport, que ce soit au centre-ville de Londres, je n'aurais pas payé moins de 500 livres pour garer ma voiture en plein centre-ville. Mais grâce au crédit que vous m'avez octroyé, j'ai pu garer ma voiture pendant une semaine pour 50 livres. Donc, l'argent, le crédit aussi apporte une certaine flexibilité. Mais comme je dis, ceci n'est que pour les personnes qui ont de l'argent. Donc, tu ne prends qu'un crédit que tu es capable de couvrir. Parce que cette assurance va te permettre de prendre un crédit de 10 000 euros. Mais à tout moment, tu peux aller voir la banque et dire, voici vos 10 000 euros. Ou bien si tu avais à rembourser, il restait 9 000 euros, tu dis, prenez vos 9 000 euros. Parce que bien évidemment, quand on a un crédit de consommation et que plus tard, on sait que dans 2 mois, je veux peut-être m'acheter un bien immobilier. Donc, il faut déjà qu'aujourd'hui, j'enlève rapidement la dette de crédit de consommation que j'ai là. Donc, je vais à la banque, puisque j'avais pris un crédit, sachant que j'ai déjà mon assurance que j'ai mis de côté, je prends cet argent, je vais rembourser et je mets la chose au propre. Donc, le crédit est important, mais seulement pour les personnes qui ont une bonne santé financière et qui savent comment gérer l'argent. Extrêmement important. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Bien évidemment, on a des formations qui vont arriver, venir, où on va aller vraiment en profondeur. C'est tellement difficile de comprimer tout ça, n'est-ce pas, dans une vidéo de 25 à 30 minutes. Mais j'espère que tu as, n'est-ce pas, sorti de cette vidéo, en fait, tu as appris de cette vidéo des choses qui vont te permettre d'améliorer ta situation financière et de devenir quelqu'un de meilleur. Demain, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Arnaud de Wine Investor.